Le fil du maître ruban glissa comme une caresse interdite sur la peau nue de Jules, et dans ce frisson, il comprit que le monde venait de basculer. « C'est pas normal, ce que je ressens », murmura Mathieu d'une voix rauque, ses doigts tremblants effleurant la courbe de la hanche de Jules, tandis que l'atelier parisien, imprégné d'odeurs de tweed et de lavande, retenait son souffle. Et soudain, la porte s'ouvrit en grand, laissant entrer une bourrasque froide qui emporta les secrets naissants, révélant Amaury, immobile, les yeux emplis d'une fureur qui promettait l'orage. Jules avait toujours cru que les tailleurs étaient des confidents silencieux, des gardiens de forme et de tissu, pas des tempêtes prêtes à dévaster une vie bien rangée. À 32 ans, il menait une existence impeccablement coupée sur mesure, un appartement haussmannien dans le Marais, un poste de galeriste dans une petite salle d'exposition spécialisée en art contemporain, et une relation avec Amaury qui durait depuis 7 ans, solide comme un chêne centenaire sous les pluies d'automne. Amaury, avec ses yeux verts perçants et sa barbe impeccablement taillée, était le pilier, l'homme qui transformait les dîners solitaires en festins partagés, les nuits blanches en étreintes réconfortantes. Ils s'étaient rencontrés lors d'une vernissage pluvieuse, où Amaury, architecte en herbe, avait renversé un verre de vin rouge sur la chemise blanche de Jules. « Pardonnez ma maladresse », avait-il dit avec un sourire qui avait fondu la glace de la timidité de Jules. Depuis, c'était une symphonie de rires et de murmures, de voyages improvisés à Deauville et de matins paresseux sous les toits de zinc. Mais ce jour-là, en ce milieu d'octobre 2025, Jules avait franchi le seuil de l'atelier de Mathieu pour une raison futile, un costume sur mesure pour le gala annuel de la galerie. Mathieu, un colosse d'origine américaine expatrié à Paris depuis une décennie, tenait boutique rue des Francs-Bourgeois, un antre chargé de rouleaux de laine écossaise et de souvenirs de Broadway. À 45 ans, il était l'incarnation du tailleur hétéro par excellence, marié à une Française prénommée Élise, père de 2 enfants, et fier de ses blagues sur les Yankees qui conquièrent l'Europe. « Allez, enlevez-moi cette chemise, mon gars », avait-il lancé avec son accent traînant, en claquant des ciseaux dans l'air comme un cow-boy domptant un Mustang. Jules avait obéi, torse nu sous les néons doux, sentant le regard de Mathieu s'attarder un instant de trop sur la ligne de ses épaules. C'était anodin, au début. Le maître ruban froid contre la peau chaude, les mesures murmurées au 42 autour de poitrine, 32 à la taille. Mais quand Mathieu s'agenouilla pour ajuster l'ourlet du pantalon imaginaire, ses mains larges, calleuses d'années à manier l'aiguille, frôlèrent l'intérieur de la cuisse de Jules. Un contact fugace, presque accidentel. Pourtant, Jules sentit une étincelle, un courant électrique qui remonta le long de sa colonne vertébrale. Mathieu se redressa lentement, son visage buriné rougissant sous la barbe poivre et sel. « Désolé, c'est l'habitude avec les mannequins », bredouilla-t-il, mais ses yeux, d'un bleu acier, trahissaient une confusion plus profonde. Jules rit nerveusement, essayant de dissiper l'atmosphère lourde comme un orage d'été. « Pas de souci, Mathieu. Vous êtes le maître ici. » Pourtant, le maître vacillait. Tandis qu'il pinçait le tissu autour des hanches de Jules, ses doigts s'attardèrent, pressant légèrement, comme pour mémoriser une forme interdite. « Vous avez une silhouette parfaite, Jules. » Comme sculpté par un dieu grec, murmura-t-il, sa voix descendant d'une octave. Jules déglutit, le cœur battant la chamade. Était-ce de la flatterie professionnelle, ou quelque chose de plus sombre, de plus primal? Il pensa à Amaury, à leur nuit où les corps se connaissaient par cœur, et une culpabilité sournoise s'insinua en lui. Mais le corps, traître, répondait déjà, une chaleur traîtresse montait, et il détourna le regard vers la vitrine, où la scène scintillait au loin sous un ciel plombé. C'est alors que Mathieu recula d'un pas, essuyant ses mains sur son tablier comme pour effacer une tache invisible. « Bon, on en a assez pour aujourd'hui. Revenez la semaine prochaine pour l'essayage. » Sa voix était ferme, mais ses épaules voûtées trahissaient une bataille intérieure. Jules s'habilla en hâte, remettant sa chemise avec des gestes maladroits, évitant le miroir qui renvoyait l'image d'un homme aux joues empourprées. En sortant, il heurta presque la porte, le carillon tintant comme un avertissement. La rue était bondée de Parisiens pressés, enveloppés dans leurs écharpes de laine, indifférents au drame qui se nouait dans l'ombre d'une boutique. Amaury l'attendait au café d'en face, comme convenu, un espresso fumant devant lui. Grand, élancé, avec une tignasse châtain en bataille qui lui donnait l'air d'un poète maudit, il leva les yeux de son téléphone et sourit. « Alors, ce costume? Prêt à briller comme une star hollywoodienne ?» Jules s'assit, forçant un rire. « Mathieu est un génie. Mais il est un peu intense. » Amaury haussa un sourcil, amusé. « Intense? Comme tous ces Américains qui envahissent Paris. Raconte. »
Et Jules raconta, omettant les frissons, les regards volés, se contentant de l'anecdote du maître ruban récalcitrant. Amaury rit de bon cœur, posant sa main sur celle de Jules, un geste ancré dans ses temps d'habitude. Pourtant, sous cette paume chaude, Jules sentit une fissure, un doute qui s'infiltrait comme l'humidité des pavés après la pluie. Les jours suivants furent un tourbillon. Jules se plongea dans le travail, organisant l'exposition d'un jeune peintre queer dont les toiles hurlaient la douleur de l'identité cachée. Les nuits, Amaury et lui faisaient l'amour avec une ferveur renouvelée, comme pour sceller un pacte tacite. Mais les rêves de Jules étaient hantés par l'atelier, les mains de Matthew, rugueuses et assurées, traçant des lignes invisibles sur sa peau. Il se réveillait en sueur, le corps arqué, et se blottissait contre Amaury endormi, murmurant des excuses silencieuses. La semaine passa, et l'essayage arriva comme une sentence. Jules entra dans l'atelier sous un ciel d'ardoise, le cœur serré. Matthew était seul, Élise et les enfants partis pour le week-end à la campagne. Parfait timing, dit-il en tendant le costume, un bleu nuit taillé à la perfection. Jules se déshabilla dans la cabine, sentant le regard de Matthew à travers le rideau fin. Quand il en sortit, le tailleur s'approcha, ajustant le col avec une précision maniaque. Leurs souffles se mêlèrent, trop proches. « Vous êtes magnifique », souffla Matthew, sa main glissant sur l'épaule de Jules, descendant le long du bras. Le temps suspendit son vol. Jules ne recula pas. Au contraire, il tourna la tête, leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser volé, hésitant, chargé d'années de répression. C'est à cet instant que la porte claqua. Amaury, venu surprendre Jules avec un bouquet de roses thé, se figea sur le seuil. Les pétales tombèrent comme des larmes de sang sur le parquet ciré. Qu'est-ce que... Jules? Sa voix était un poignard, tranchant l'air épais. Matthew recula, blême, tandis que Jules, le costume froissé contre lui, balbutiait des mots incohérents. Le monde s'effondra en un clin d'œil, et Paris, avec ses lumières éternelles, devint le décor d'une tragédie grecque. Amaury lâcha le bouquet, les tiges se brisant contre le sol comme des os fragiles, et dans ce craquement, ses temps d'amour se fissurèrent irrémédiablement. « Toi, avec lui ? Ce type, hurla-t-il, les yeux exorbités, pointant Matthew qui se tenait figé, les poings serrés contre ses cuisses. Jules, encore imprégné de l'odeur de laine et de trahison, ne trouva rien à dire, les mots étaient des épines dans sa gorge, et le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel plaidoyer. La dispute éclata comme un feu d'artifice maléfique, illuminant les recoins sombres de l'atelier. Amaury, habituellement si mesuré, l'architecte qui construisait des ponts entre les âmes, se transforma en tourmente. Combien de fois? Depuis quand? Tu me prends pour un idiot? Ces questions pleuvaient, chacune plus acérée que la précédente, tandis que Jules, acculé contre le mur tapissé de coupons de tissu, balbutiait des dénégations pathétiques. C'était rien. Un instant. Je t'aime, Amaury, tu le sais. Mais les mots sonnaient faux, écho d'une vie qu'il avait peut-être déjà abandonnée sans s'en rendre compte. Matthew, spectateur muet de son propre chaos, tenta d'intervenir. Écoutez, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû. Sa voix, d'ordinaire tonitruante, était un murmure brisé. Amaury se tourna vers lui, le regard assassin. Ta faute? Toi, l'hétéro marié, qui joue les séducteurs dans ton petit atelier. Sors d'ici, ou je te jure que je te fais regretter d'avoir posé le pied en France. Matthew obéit, attrapant son manteau d'un geste mécanique, jetant un dernier regard à Jules, un mélange de regret et de désir inavoué avant de disparaître dans la rue, avalé par la nuit parisienne. Seuls, Amaury et Jules se dévisagèrent, le costume gisant entre eux comme un cadavre. Rentrons, dit enfin Amaury d'une voix éteinte, et ils marchèrent côte à côte jusqu'à l'appartement, le silence plus lourd que les sacs de course qu'ils n'avaient pas faits. Une fois à l'intérieur, les murs haussmanniens, autrefois complices de leur rire, devinrent des geôliers. Amaury s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Pourquoi, Jules? Qu'est-ce qui manquait? Étais-je si insuffisant? Les larmes coulaient, rares chez lui, et Jules sentit son cœur se serrer comme un poing. Il s'agenouilla, prenant les mains d'Amaury dans les siennes. Rien ne manquait. C'était une faiblesse. Un moment de folie. Je te jure, c'est toi que j'aime. Mais les serments ne suffirent pas. Les jours suivants furent un purgatoire. Amaury, blessé dans son orgueil et son âme, alternait entre silence glacial et explosion de rage.
il fouillait les messages de Jules, relisant des conversations anodines avec Mathieu ou des rendez-vous pour essayage, des blagues sur le temps comme s'il y cherchait des preuves d'une trahison plus ancienne. Jules, rongé par la culpabilité, annula l'exposition pour se terrer dans l'appartement, cuisinant des plats qu'Amaury touchait à peine. « Je veux comprendre », disait Amaury lors de leur trêve fragile, assis à la table de la cuisine sous la lumière jaunâtre de la lampe. Était-ce physique? Émotionnel? Ou juste l'excitation du Forbidden? Jules, forcé à l'introspection, fouilla dans ses propres abysses. Il raconta son enfance à Lyon, élevé par une mère veuve qu'il avait aimée sans condition mais lui avait appris la discrétion où les gens jugent. « Mon chéri, protège ton cœur. » Son premier amour, un garçon de lycée aux boucles blondes, finit en scandale et en exil volontaire à Paris. Amaury l'écoutait, les yeux voilés, et pour la première fois, partagea ses propres cicatrices, une éducation catholique rigide à Rennes, un coming out tardif à 25 ans, une ex qu'il avait quittée parce qu'il n'était pas assez masculin. « On s'est trouvé pour guérir, non » murmura-t-il, et Jules hocha la tête, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, ils firent l'amour pour la première fois depuis l'incident, un acte tendre, presque solennel, comme pour recoudre les déchirures. Pourtant, le fantôme de Mathieu planait. Jules reçut un message du tailleur, désolé pour tout. Élise est au courant. On divorce. Si tu veux parler. Il l'effaça sans répondre, mais le doute s'insinua. Était-ce vraiment fini? Mathieu, cet homme hétéro qui avait craqué sous le poids d'un désir refoulé, représentait-il une porte vers un inconnu excitant? Amaury, sentant le trouble, devint plus possessif, des dîners aux chandelles, des promenades main dans la main le long de la Seine, des promesses chuchotées sous les ponts. On va s'en sortir, jurait-il, et Jules voulait y croire. Mais le destin, ce farceur parisien, en décida autrement. Une semaine plus tard, lors d'une soirée mondaine à la galerie l'exposition reportée mais pas annulée, Jules croisa Mathieu au bar improvisé. Le tailleur, vêtu d'un costume impeccable qu'il s'était cousu lui-même, semblait vieilli de 10 ans, les traits tirés, un verre de whisky à la main. « Je n'ai pas pu résister », dit-il simplement, et Jules, piégé par la foule, se contenta d'un hochement de tête. Ils parlèrent peu, de tout et de rien le temps, l'art, Paris qui change mais sous les mots, un courant souterrain pulsait. Quand Amaury apparut, cherchant Jules du regard, Mathieu s'éclipsa discrètement, laissant une carte de visite dans la poche de Jules, si tu as besoin d'un costume. Ou d'autre chose. Cette nuit-là, de retour à l'appartement, Amaury trouva la carte. Encore lui? Sa voix était un sifflement. La dispute qui suivit fut la plus violente, verre brisé, accusations lancées comme des flèches. Tu ne m'aimes plus. Tu rêves d'aventure avec ce barbare américain, hurla Amaury, et Jules, à bout, répliqua, et toi, tu m'étouffes avec ta jalousie. J'ai besoin d'air. Les mots, une fois lâchés, ne pouvaient être rappelés. Amaury partit en claquant la porte, chez un ami architecte, laissant Jules seul avec le silence assourdissant des murs. Les semaines devinrent un labyrinthe de solitude. Jules errait dans Paris, visitant les lieux de leur histoire, le café où ils s'étaient embrassés pour la première fois, le banc sous les marronniers du Luxembourg où Amaury lui avait offert une bague en argent. Il appela Mathieu, une fois, 2 fois, et ils se virent dans un bistrot anonyme du quartier latin. Là, sous les rires des étudiants, Mathieu se confia, son mariage était un mensonge depuis des années, Élise au courant de ses doutes sur sa sexualité, refoulée depuis l'adolescence dans le Midwest américain. Jusqu'à toi, je n'avais jamais osé, avoua-t-il, sa main couvrant celle de Jules sur la table en zinc. Le baiser qui suivit fut plus assuré, plus affamé, et Jules se perdit dans cette nouveauté, oubliant un instant la douleur d'Amaury. Mais la romance naissante avec Mathieu était un feu de paille, alimenté par la rébellion. Ils se voyaient en cachette, promenade nocturne le long du canal Saint-Martin, dîner dans des brasseries cachées où Mathieu commandait des steaks saignants en riant de ses propres contradictions. Je suis hétéro, ou du moins je l'étais, plaisantait-il, mais ses yeux trahissaient une vulnérabilité profonde. Jules, attiré par ce mélange de force et de fragilité, se sentait vivant, mais coupable. Chaque caresse était une trahison supplémentaire envers Amaury, dont les messages sporadiques « je t'aime encore » revient le hanter comme des spectres. Le conflit culmina lors d'une exposition pluvieuse à la galerie. Amaury y vint, déterminé à reconquérir Jules. Il le trouva dans un coin sombre, en pleine conversation animée avec Mathieu, leurs épaules se frôlant. La scène était innocente en surface, mais pour Amaury, c'était le coup de grâce. « C'est fini, Jules. Choisis-le »
si c'est ce que tu veux. Mais ne reviens pas en rampant. Il tourna les talons, disparaissant dans la nuit, et Jules, déchiré, le laissa partir sans un mot. La pluie martelait les vitres de la galerie comme des reproches incessants, et Jules, trempé jusqu'aux os, courut après Amaury dans les rues luisantes du Marais, son cœur cognant plus fort que l'orage. « Attends. S'il te plaît, attends, hurla-t-il, attrapant le bras d'Amaury sous un porche étroit, où les lumières des réverbères dansaient sur leurs visages ruisselants. Amaury se dégagea violemment, les yeux rougis par la rage et les larmes. « Pourquoi? Pour que tu me dises encore que c'est une erreur? Que tu m'aimes, mais que tes mains tremblent pour un autre ?» Sa voix se brisa, et dans ce aveu, Jules vit non pas un amant, mais un homme brisé, dont l'armure d'architecte rationnel s'effritait sous l'assaut de la douleur. Ils rentrèrent ensemble, par défi ou par habitude, l'appartement devenant un champ de bataille verbale. Assis face à face sur le lit défait, ils déballèrent leurs âmes comme des valises trop pleines. Amaury parla d'abord, sa voix un filet ténue, « Je t'ai vu avec lui », et c'était comme si le sol se dérobait. 7 ans, Jules. 7 ans à construire quelque chose de beau, et tu le fracasses pour un regard volé? Jules, les poings serrés sur ses genoux, confessa tout, l'étincelle dans l'atelier, la curiosité malsaine pour l'interdit, le vide qu'il n'avait pas osé nommer dans leur routine. Ce n'est pas toi. C'est moi qui ai peur. Peur de nous vieillir ensemble, de l'ennui qui guette. Les mots étaient crus, impitoyables, mais libérateurs. Amaury pleura, non pas de colère, mais de tristesse pure, et Jules le prit dans ses bras, leur corps se mêlant en un étau de désespoir et de tendresse. Cette nuit fut un pivot. Au lieu de la rupture, ils optèrent pour une pause ou un moratoire sur les décisions hâtives. Amaury déménagea temporairement chez son frère à Montmartre, emportant avec lui des esquisses d'une maison qu'ils avaient rêvée ensemble, un refuge en Normandie, avec un jardin pour les roses et un atelier pour peindre. Réfléchis, dit-il en partant, déposant un baiser léger sur le front de Jules, comme un point d'interrogation suspendu. Seul, Jules sombra dans une introspection fiévreuse. Il marcha des heures dans Paris, des Tuileries au but de Chaumont, observant les couples enlacés sous les parapluies, se demandant si l'amour était une conquête ou une reddition. Mathieu, de son côté, devint un refuge précaire. Ils se virent plus souvent, dans l'atelier déserté où Élise avait emporté les enfants. Là, entre les rouleaux de tissu et les machines à coudre ronronnantes, ils explorèrent ce désir naissant. Mathieu, libéré de son mariage en miettes, se révéla sous un jour inattendu, un homme sensible, qui lisait Proust en cachette et pleurait devant les films de Wong Kar-wai. « Je me suis menti si longtemps », avoua-t-il un soir, allongé nu sur le sol de l'atelier, la tête sur les genoux de Jules. Marié pour plaire à ma famille, hétéro pour survivre au Texas. Et toi? Tu as allumé une mèche que je ne peux plus éteindre. Leurs étreintes étaient passionnées, maladroites parfois, chargées d'une urgence qui masquait les failles. Jules se perdait dans la force brute de Mathieu, dans ses rires tonitruants qui faisaient vibrer les vitres, mais chaque orgasme laissait un goût amer de culpabilité. Pourtant, le romanesque de cette liaison s'effrita vite. Élise revint, non pour pardonner, mais pour récupérer ses affaires, et la scène fut un drame shakespearien, cris étouffés, objets lancés, Mathieu réduit à un murmure d'excuses. « C'est fini entre nous depuis longtemps », plaida-t-il, mais Élise, les yeux froids comme la Seine en hiver, répliqua, « Pas pour les enfants. Tu les as trahis, et maintenant, tu trahis un autre. » Elle partit, laissant un vide que Mathieu combla en se tournant vers Jules avec une dépendance accrue. « Reste avec moi », suppliait-il lors de leur nuit volée, et Jules, déchiré, promettait l'impossible. Le vrai conflit surgit quand Amaury, lors d'une rencontre fortuite au marché d'Aligre, a pris pour les rendez-vous secrets. Un ami commun, bien intentionné mais maladroit, lâcha la bombe, Jules et le tailleur. Ils sont inséparables. Amaury, achetant des fromages pour masquer sa douleur, sentit le monde tourner. Il confronta Jules par téléphone, sa voix un ouragan, « Tu m'as menti. Encore. Pendant que je souffrais, tu baisais avec lui. » Jules, au milieu d'une réunion à la galerie, s'effondra dans les toilettes, sanglotant des excuses inaudibles. « C'est une erreur. Je reviens vers toi, je le jure. » Mais le mal était fait. Amaury, orgueilleux, coupa les ponts, bloquant les numéros, effaçant les photos de leur téléphone commun. Jules, paniqué, se tourna vers Mathieu pour combler le vide, mais le tailleur, sentant la tempête, devint distant. « Je ne veux pas être le second choix, » dit-il un soir, lors d'un dîner au pied de la tour Eiffel, où les lumières scintillaient comme des promesses brisées.
Choisis, Jules. Toi et moi, ou ton passé. La pression était insoutenable, un étau qui serrait le cœur de Jules entre deux amours, l'un ancré dans l'histoire, l'autre flamboyant dans l'inconnu. Dans cette tourmente, Jules chercha du réconfort auprès d'un vieil ami, un psychologue queer nommé Lucien, dans un café enfumé de Saint-Germain. L'amour n'est pas une possession, conseilla Lucien, sirotant son absinthe. C'est un miroir. Qu'est-ce que Mathieu reflète en toi que Amaury ne voit pas? Jules réfléchit, et la réponse vint comme une révélation, la peur de la routine, le désir d'être vu comme désirable, pas comme acquis. Armé de cette clarté, il écrivit une lettre à Amaury, des pages manuscrites remplies de regrets et d'espoir, glissées sous la porte de Montmartre. Amaury lut la lettre au lever du soleil, les mots de Jules dansant devant ses yeux fatigués. Il pleura, puis rit amèrement, et décida de répondre par une rencontre. Ils se virent au Louvre, devant la Vénus de Milo, symbole d'un amour incomplet. « Je te pardonne, dit Amaury, sa voix tremblante. Mais seulement si on recommence à zéro. Pas de Mathieu. Pas de secret. » Jules accepta, le cœur gonflé, mais au fond de lui, une braise persistait. Mathieu, apprenant la réconciliation, réagit avec une fureur contenue. Il annula le dernier essayage du costume, renvoyant le vêtement par coursier avec une note laconique, « Garde-le. Comme un souvenir de ce que tu as failli être. » Blessé, il sombra dans l'alcool, hantant les bars du Marais où les nuits gays pulsaient comme des cœurs affolés. Un soir, il appela Jules, ivre et désespéré, « Viens. Juste une fois. » Pour clore le chapitre. Jules hésita, le téléphone brûlant contre son oreille, et dans ce silence, le destin bascula vers la trahison ultime. Jules raccrocha, le souffle court, le monde extérieur les klaxons de Paris, le murmure de la Seine se muant en un bourdonnement lointain, tandis que la voix éraillée de Mathieu résonnait encore dans sa tête comme un appel au précipice. Il s'assit sur le bord du lit, les mains tremblantes, fixant le costume bleu nuit plié sur une chaise, vestige d'une tentation qui refusait de mourir. Juste une fois, avait dit Mathieu, et ces mots étaient un poison sucré, promettant une closure qui n'en serait pas une. Amaury dormait dans la pièce voisine, sa respiration régulière un rappel lancinant de la promesse faite devant la Vénus Manchotte, fidélité, transparence, renaissance. Pourtant, au cœur de cette nuit d'insomnie, Jules céda. Il enfila un manteau sombre, griffonna un mot sur la table de la cuisine, besoin d'air. Rentrerai vite. Et s'éclipsa dans la fraîcheur automnale. Les rues du Marais étaient désertes, pavées luisantes sous les halos orangés des lampadaires, et chaque pas vers l'atelier de Mathieu était un clou dans le cercueil de sa rédemption. Pourquoi? Pour apaiser un homme brisé, se dit-il, ou pour étancher sa propre soif d'absolution? La vérité était plus laide, un reste de désir, une curiosité morbide pour le chaos. L'atelier était éclairé d'une lueur tamisée, la porte entr'ouverte comme une invitation maudite. Mathieu l'attendait, assis sur un tabouret, une bouteille de bourbon entamée à portée de main, son visage buriné creusé par les ombres. « Tu es venu, murmura-t-il, se levant d'un bond, et avant que Jules puisse parler, il l'attira contre lui, ses lèvres cherchant les siennes avec une urgence désespérée. Le baiser fut un incendie, consumant les doutes, les promesses brisées, les mains de Mathieu, experte à tailler les tissus, dénudèrent Jules avec une fébrilité qui trahissait des années de refoulement. Ils firent l'amour sur le sol froid de l'atelier, entourés de chutes de tissus qui amortissaient leurs gémissements, un ballet de corps enchevêtrés où la passion le disputait à la douleur. Après, allongé dans l'obscurité, Mathieu pleura contre l'épaule de Jules. C'était beau, hein? Même si c'est la fin. Jules, le corps encore vibrant, hocha la tête, mais son esprit hurlait. Qu'avait-il fait? Cette closure n'était qu'une rechute, une trahison plus profonde que la première, car elle venait après le pardon. Il se rhabilla en hâte, murmurant des au revoir hachés, et quitta l'atelier au petit matin, le jour naissant peignant Paris en rose pâle, indifférent à son tourment. De retour à l'appartement, il trouva Amaury éveillé, assis à la table avec une tasse de café froid. Le mot gisait froissé à ses pieds. « Où étais-tu » demanda Amaury d'une voix neutre, trop neutre. Jules mentit, d'abord une insomnie, une promenade, mais les yeux d'Amaury, ses yeux verts qu'il avait conquis 7 ans plus tôt, perçaient le voile. « Ne mens pas. Je sens l'odeur. De lui. De bourbon et de laine. » Le silence qui suivit fut un abîme. Amaury se leva lentement, comme un fantôme, et ramassa une photo encadrée de leur premier voyage à Venise eux deux, riant sur une gondole. « C'est fini, Jules. Vraiment fini.
La rupture fut clinique, presque chirurgicale. Amaury fit ses valises en un après-midi, emportant non seulement ses vêtements, mais les fragments de leur vie commune, les livres partagés, les assiettes dépareillées, les souvenirs accumulés comme des sédiments. « Je t'aimais assez pour pardonner une fois, dit-il en fermant la porte, sa voix un fil tendu prêt à rompre. Mais 2 fois? C'est de la cruauté. Jules, effondré sur le sol, hurla dans le vide, les murs renvoyant l'écho de sa solitude. Paris, ville des amours éternels, se refermait sur lui comme une huître, l'étouffant dans son opulence. Les semaines suivantes furent un enfer personnel. Jules perdit son appétit, son sommeil, son inspiration pour la galerie. Les expositions se déroulaient en automate, ses sourires forcés masquant un vide béant. Il évita Mathieu, bloquant ses appels, mais le tailleur, tenace, surgit un jour à la galerie, un bouquet de lys blanc à la main, un symbole de pureté moqueuse. On peut recommencer, toi et moi. Sans passer. Sa voix était pleine d'espoir, mais Jules, usé jusqu'à la moelle, secoua la tête. Non. Ce qu'on a fait. C'était une erreur. Une belle erreur, mais destructrice. Je t'ai utilisé pour fuir, et toi, pour te trouver. Mais ce n'est pas nous. Mathieu, rejeté, s'effondra. Il confessa plus tard, dans un message vocal larmoyant, qu'il repartait pour les États-Unis, incapable de supporter Paris sans lui. Tu m'as réveillé, Jules. Et maintenant, je dois affronter le jour. Élise, dans un geste de clémence inattendu, lui offrit la garde partagée des enfants, et Mathieu promit de se reconstruire, thérapie, coming out familial, un nouveau départ à New York. Leur adieu fut un appel téléphonique bref, chargé d'une tendresse résiduelle, et quand la ligne se coupa, Jules sentit un chapitre se clore, non sans douleur. Seul, il plongea dans le travail comme un naufragé s'accroche à une planche. L'exposition suivante, sur l'art queer contemporain, devint son salut, des toiles criant la résilience, des sculptures évoquant la fragilité des identités. Lors du vernissage, sous les lustres cristallins, il croisa Amaury par hasard ou destin. Amaury, plus mince, les traits affinés par la souffrance, s'approcha avec hésitation. Ça a l'air beau, ton expo. Ils parlèrent, d'abord de l'art, puis des banalités, le temps, un film récent. Sous les rires forcés, une étincelle persista, mais Amaury, prudent, posa une main sur l'épaule de Jules. Je suis en couple, maintenant. Avec un gars de Rennes. Ça va. Bien. Le coup fut sourd, mais Jules sourit. Je suis heureux pour toi. Vraiment. Pourtant, cette rencontre raviva les braises. Jules, dans les mois qui suivirent, explora sa solitude, thérapie avec Lucien, qui le poussa à affronter ses peurs d'engagement, voyage solitaire à la Côte d'Azur, où le soleil méditerranéen cicatrisa les plaies, et une brève aventure avec un artiste berlinois, vite écourtée par le constat que le cœur guérit à son rythme. Mathieu envoya une carte postale de Manhattan, je couds des rêves, maintenant. Et toi? Jules répondit par un email long, confessant sa croissance, et reçut en retour un pardon mutuel. Le climax arriva lors d'une tempête hivernale, fin janvier 2026. Paris sous la neige, un tapis blanc effaçant les traces du passé. Jules, marchant seul vers Notre-Dame, glissa sur une plaque de verglas et tomba, le souffle coupé. Un homme l'aida à se relever, Amaury, emmitouflé dans un manteau gris, les yeux écarquillés. Toi. Ils rirent, d'un rire nerveux, et s'abritèrent dans un café proche, commandant des chocolats chauds comme au bon vieux temps. Les mots coulèrent, regret, guérison, l'aveu d'Amaury que son nouveau couple avait capoté sous le poids des comparaisons. Tu me manques, Jules. Pas l'idée de toi, mais toi, l'homme imparfait que j'aimais. Le café était un havre chaud contre la tourmente extérieure, les flocons dansant comme des confettis macabres derrière la vitre embuée, et dans cette bulle suspendue, Jules et Amaury se retrouvèrent, non comme des amants brisés, mais comme 2 âmes égarées cherchant un phare. J'ai changé, dit Amaury, remuant sa cuillère dans la mousse de son chocolat, ses yeux verts, autrefois accusateurs, maintenant doux comme la lumière filtrée par les nuages. J'ai appris à lâcher prise. À ne plus construire des châteaux sur du sable. Jules, les doigts entrelacés autour de sa tasse, hocha la tête, sentant une chaleur familière irradier de sa poitrine. Moi aussi. J'ai compris que l'amour n'est pas une possession, mais un choix quotidien. Et j'ai choisi de te laisser partir, si c'est ce que tu veux. Mais Amaury ne partit pas.
Ils parlèrent jusqu'à ce que le café ferme, déversant des heures de silence comblé, de rires timides sur les absurdités du passé ou le vin rouge renversé, les disputes pour des riens. Dehors, la neige avait cessé, laissant Paris enveloppé d'un manteau virginal, et ils marchèrent bras dessus bras dessous vers l'appartement de Jules, non pour une réconciliation charnelle, mais pour une nuit de confidence. Allongés sur le lit, tout habillés, ils évoquèrent Mathieu, Amaury, magnanime, admis, il t'a fait du bien, à sa manière. Il t'a forcé à regarder en toi. Jules, ému, confessa, mais c'est toi qui m'as sauvé. À chaque fois. Leur reconquête fut lente, délibérée, comme une danse appréhendée après une chute. Des dîners simples dans des bistrots du quartier, des promenades sous les cerisiers en fleurs au printemps, des nuits où les corps se redécouvraient avec une tendresse accrue, marquée par les cicatrices. Amaury, de retour à l'architecture, intégra Jules dans ses projets, une galerie rénovée, un espace hybride d'art et de lumière. Jules, florissant, organisa une expo sur les amours résilients, invitant des artistes à explorer la trahison comme porte vers la guérison. Mathieu, depuis New York, envoya une œuvre, un costume brodé de fils d'or, symbolisant les liens reformés, avec une note, pour votre nouveau chapitre. Avec admiration. Pourtant, le chemin n'était pas sans ombre. Une nuit, après un gala réussi, Amaury trouva un message anonyme sur le téléphone de Jules, un vestige d'un flirt passé. La jalousie ressurgit, un serpent lové, et ils se disputèrent, les voix montant dans l'appartement comme un opéra tragique. Toujours ces fantômes, accusa Amaury, et Jules, las mais résolu, répliqua, alors, apprends à leur faire confiance. Ou part. Le silence qui suivit fut un test, et Amaury, choisissant l'amour sur la peur, s'excusa le lendemain avec un bouquet de roses et au clin d'œil à leur histoire. L'été 2026 les trouva changés, mûrs. Ils achetèrent une petite maison en Normandie, comme rêvé 7 ans plus tôt, un refuge de pierre et de lierre où les roses grimpèrent follement. Là, lors d'un dîner aux chandelles sur la terrasse, face à la mer agitée, Amaury mit un genou à terre. « Épouse-moi, Jules. » Pas pour réparer le passé, mais pour sculpter l'avenir. Les larmes coulurent, et Jules, riant à travers les sanglots, accepta, scellant leur union d'un baiser salé par l'air marin. Mathieu, apprenant la nouvelle par un email joyeux, répondit avec une invitation, un voyage à New York pour leur lune de miel. Ils y allèrent, et dans l'atelier reconverti en loft de Mathieu au maintenant ouvertement gay, en couple avec un designer juif, ils partagèrent un dîner fraternel. À l'amour qui nous a tous transformés, porta Mathieu, et les verres tintèrent comme un carillon d'espoir. Aucune amertume, seulement une reconnaissance mutuelle, la trahison avait été le catalyseur d'une humanité plus profonde. De retour à Paris, Jules et Amaury vécurent une existence tissée de routines enchantées, matins paresseux, expositions triomphantes, nuits où les murmures effaçaient les échos du passé. La galerie devint un phare pour la communauté queer, un espace où les histoires comme la leur de chute et de redressement inspiraient. Et un soir d'automne, sous la pluie fine qui lavait les rues, ils s'étreignirent contre un mur ancien, riant des années perdues, leur cœur battant à l'unisson. Car l'amour, en fin de compte, n'était pas une ligne droite, mais un canevas froissé, recousu avec soin, plus beau dans ses imperfections. Et dans ce pari éternel, ils apprirent que la trahison, une fois transcendée, forgeait des âmes indestructibles.